À partir de la deuxième loi de Newton qu'on a écrite dans la base de Freinet, on a abouti à deux équations. Et ces deux équations nous enseignent deux choses différentes. La première nous montre que, puisque m est non nul, dv sur dt est égal à 0. Donc ça veut dire non pas que le vecteur vitesse est constant, c'est-à-dire que sa dérivée est nulle, ça c'est pas vrai, c'est la norme du vecteur vitesse qui est nulle, et ça nous montre donc que le mouvement est uniforme, c'est-à-dire avec une norme de vitesse constante. Par exemple, toujours 3 mètres par seconde, toujours 4 mètres par seconde, peu importe. Mais en tout cas, voilà le premier enseignement. Il n'y a qu'une valeur de la norme. Et donc justement, ça a du sens, on le retrouve dans la deuxième équation, puisque la deuxième équation, elle permet de calculer justement la valeur de cette norme, et on voit bien qu'elle est constante. Puisque si j'isole V ici, je vois que ça s'écrit racine de Gm sur R, où G c'est la constante universelle de gravitation, M c'est la masse de l'astre attracteur, et R c'est le rayon de la trajectoire. Donc on a trouvé finalement la relation entre le rayon de la trajectoire et la vitesse à laquelle cette trajectoire circulaire est parcourue. Le deuxième but qu'on s'était assigné, c'était de déterminer une relation entre la période du mouvement, c'est-à-dire le temps qu'il faut au satellite, à cette masse ici, pour faire un tour, et le rayon de la trajectoire. Et en fait, la relation entre cette période et le rayon de la trajectoire est connue comme la troisième loi de Kepler qu'on va retrouver ici. Alors, la période de la trajectoire, c'est le temps qu'il faut pour faire un tour. Et un tour, il lui correspond une longueur, une distance parcourue, qui est la circonférence d'un cercle de rayon R, donc vous connaissez la formule 2πr, et vous divisez ça par la vitesse à laquelle c'est parcouru. Et la vitesse, elle est toujours la même, puisqu'on a dit que c'était un mouvement circulaire uniforme. Et cette vitesse, on en a trouvé l'expression, c'est racine de Gm sur R. Donc je remplace V par son expression ici. Pour se débarrasser de la racine carrée qui est ici, on élève au carré toute l'expression, ce qui fait donc apparaître un t carré qui vaut 4pi carré r carré divisé par Gm sur R. Divisé par Gm sur R, c'est comme multiplié par l'inverse, et donc j'ai une relation qui me dit que t carré, c'est égal à 4pi carré sur Gm fois R au cube. Autrement dit, on a un rapport T2 sur R3, période au carré sur rayon au cube, qui est égal à 4pi carré sur Gm, et c'est ça qu'on appelle la troisième loi de Kepler, où vous remarquez que m c'est la masse de l'astre attracteur, mais pas le petit m qui est la masse de l'objet qui subit l'attraction, autrement dit du satellite. La masse du satellite n'intervient pas. Donc ça vous montre cette formule que pour tous les satellites qui tournent autour d'un même astre attracteur, il faut que ce soit le même astre attracteur, puisque la masse de l'astre attracteur, elle intervient. C'est-à-dire que par exemple, tous les satellites du Soleil, c'est pas la même chose que tous les satellites de la Terre, ce rapport-là. Mais en revanche, pour tous les satellites de la Terre, par exemple, le rapport T2 sur R3 est le même. Et donc, c'est ça qu'on appelle la troisième loi de Kepler. Alors, il se trouve que c'est un petit peu plus compliqué que ça. On en fera une démonstration plus générale cette année, puisque les trajectoires ne sont pas nécessairement circulaires. C'est un cas particulier, en fait, des trajectoires qui sont plus généralement des trajectoires elliptiques. Alors, pour une ellipse, on ne peut pas définir son rayon. On verra qu'on définira quelque chose qu'on appelle son grand axe. Et c'est le grand axe qui interviendra dans l'expression. Donc, ça sera un petit peu modifié. Mais en tout cas, l'esprit restera le même.